média débat. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou du Niger, studio Tamani du Mali et studio Yafa du Burkina Faso, tous des médias de la Fondation Hirondelle. Bienvenue dans cette émission, une coproduction de ces trois médias réalisés à Maradi, la capitale économique du Niger. Le thème de notre rendez-vous d'aujourd'hui porte sur comment relever le défi de l'autosuffisance alimentaire dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. La situation alimentaire et nutritionnelle dans la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest est préoccupante avec 38,1 millions de personnes en insécurité alimentaire et nutritionnelle aiguë. Sans mesures appropriées, ces chiffres pourraient augmenter à 52 millions entre juin et août 2024 dans les pays du Sahel. C'est ce qui ressort de la réunion du dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires PREGEC au Sahel en Afrique de l'Ouest qui s'est tenue du 20 au 22 mars 2024 à Lomé au Togo. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers des analyses la situation alimentaire et nutritionnelle dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, mais aussi espérer obtenir des recommandations pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans ces États. Je suis Mokhtar Hamadou du studio Kalangou du Niger. À mes côtés, Marina Traoré du studio Yafa du Burkina Faso. Marina, qui sont nos invités? Merci Mokhtar Hamadou. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Ousmane Abdou, ingénieur agrométrologue au ministère de l'Agriculture. Bonsoir. Bonsoir Madame Marina. Également avec nous le professeur Ibrahim Bawa, enseignant-chercheur à l'université de Maradi. Bonsoir. Bonsoir Madame. Docteur Nou Jean Gorzo, enseignant-chercheur à l'université d'Indiko d'Ankulodo de Maradi. Bonsoir docteur. Bonsoir Madame. Notre quatrième invité est lui aussi enseignant-chercheur à l'université d'Andiko d'Ankulodo de Maradi. Il s'agit de docteur Bill Hassanou. Bonsoir docteur. Bonsoir Madame. Merci Marina. Il y aura une interaction avec l'autre public de ce soir. Et pour la modération, nous avons notre collègue Lala Touré du studio Tamani du Mali. Bonsoir Lala. Bonsoir Mokhtar et Marina. L'assistance est constituée des membres du Conseil régional de la jeunesse de Maradi, également les étudiants de l'université de Dandiko d'Ankolodo de Maradi. Les étudiants, je veux vous entendre. Merci. Et ce n'est pas tout, nous avons aussi les membres du mouvement Les Scouts du Niger. Justement, Lala, nous allons suivre attentivement ce reportage que vous avez vous-même réalisé sur l'insécurité alimentaire au Sahel et l'alternative de l'Office du Niger. Plus d'1 million de personnes sont en insécurité alimentaire au Mali en 2024 selon les statistiques nationales. Elles sont essentiellement réparties entre les régions du centre et la zone des trois frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'État malien, à travers les commissariats à la sécurité alimentaire, soutient ces personnes vulnérables en vivres. Redouane Ag Mohamed, ministre commissaire à la sécurité alimentaire. L'État chaque année élabore et met en œuvre un plan national de réponse à l'insécurité alimentaire qui a prévu cette année une aide qui est en cours d'ailleurs d'acheminement et de distribution de près de 29 000 tonnes de céréales. Cette aide de l'État est complétée aussi par l'assistance de nos partenaires techniques et financiers. Nous avons une planification conjointe avec nos partenaires, commune par commune. Dans la dynamique de mutualisation des efforts dans l'AES, le ministre Redouane explique que les 3 États membres ont déjà une base en ce qui concerne la lutte contre l'insécurité alimentaire. Tout le long de la zone des 3 frontières, le Mali dispose déjà de capacités de stockage et des stocks prépositionnés. Nous sommes amplement impliqués dans les discussions, dans les échanges avec nos frères du Burkina Faso et du Niger pour mettre en place à l'avenir des mécanismes beaucoup plus concrets
à travers des stocks, pourquoi pas, des stocks communs de sécurité dans les zones frontalières. Avec une superficie de près de 2 millions d'hectares, l'Office du Niger a été créé pour être le grenier du Mali et de la sous-région. Aujourd'hui, l'Office n'arrive pas à satisfaire le besoin national à cause d'une faible exploitation de son potentiel et de l'insécurité. Pour Bamoy Keita, directeur de l'information, de la planification et des statistiques à l'Office du Niger, cet espace peut constituer un atout pour l'AES dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire. 2 500 000 hectares de terre qui sont disponibles. Actuellement, la superficie totale aménagée en zone Office du Niger, ça tourne autour de 140 000 hectares, donc soit presque 10% du potentiel irrigable par gravité. Les pays de l'AES, en tout cas dans le cadre de projets communs, peuvent fédérer leurs efforts pour aménager des terres à l'Office du Niger au bénéfice de toutes les populations de l'AES. Afin de lutter contre l'insécurité alimentaire, des acteurs de l'agriculture estiment que les pays de l'AES doivent juguler le terrorisme. Aussi, ajoute-t-il, ces États doivent élaborer des politiques qui réduiraient considérablement les exportations des produits céréaliers afin de garantir l'approvisionnement des marchés locaux. Retour sur le plateau, nous avons entendu dans le reportage que l'Office du Niger pourrait être un atout pour contrer l'insécurité alimentaire. Ousmane Abdou, est-ce à dire qu'on doit être optimiste? Et je crois que qui parle de sécurité alimentaire parle même d'un pays en tant que d'un État. Parce que si cette sécurité alimentaire n'est pas garantie, je crois que je n'ai rien à vous cacher, ça va être un mouvement social terrible qui est difficile à contenir. Donc je crois que là, il faut poser la problématique en tant que telle. Donc, et moi, je parlerai sous l'angle du potentiel. Donc il y a le responsable qui a dit que le niveau de mise en valeur ne tourne autour de 10%. Ce qui veut dire que nous avons 90% qui sont là non valorisés. Et je crois que si nous établissons le parallélisme avec le cas du Niger, donc c'est pratiquement la même situation. Si nous prenons, certes au Niger on a vécu au même titre que au Mali. Donc au Niger on a dans les années 70-80 il y a eu la création de l'ONAHA, qui est l'Office national des aménagements hydro-agricoles et qui est appelé à développer et à aménager des terres à travers la grande irrigation. Mais jusqu'à aujourd'hui, le potentiel ne tourne autour de 2 à 3% en termes de valorisation. Ousmane Abdou, qu'est-ce qui est dû à cela? Bien, donc je crois qu'en partie, il y a la question de politique en tant que telle. Parce que là, surtout dans le cadre de la mise en œuvre de tout ce qu'on aura réfléchi, écrit, parce qu'en réalité, ce n'est pas dans nos pays, ce n'est pas les documents qui manquent, mais quelque part, la volonté politique a manqué dans le cadre de la mise en œuvre de nos politiques, de nos stratégies. Et là, je m'en vais pour preuve, si vous prenez le cas du Niger, dans les années 70-80, donc on avait de plans de développement en tant que tel, ou de plans, on était à un plan triennal, on était à un plan quinquennal, après on est rentré dans la dynamique de plans de lutte contre la pauvreté, mais tout ça c'était des théories qui malheureusement... Ousmane Abdou, il y a eu aussi l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Oui, mais tout ça c'est en fait pratiquement à mon avis qui n'ont pas suivi d'actes réels. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre, parce que là, à travers la stratégie de 3N, on avait fondé l'espoir carrément de lutter contre cette insécurité alimentaire et à tous les niveaux et valoriser tout ce qu'on aura produit. Et malheureusement, l'objectif n'a pas été atteint parce qu'on n'a pas dégagé suffisamment de ressources qui doivent aller vers la production agricole, malgré des engagements sur le plan continental qui a été pris dans le cadre pour mettre en place un certain nombre de budgets qui puissent permettre de valoriser. Merci beaucoup Ousmane Abdou. Nous allons passer la parole à Bill Hassanou, au professeur Bill Hassanou.
Et quel est votre avis sur l'Office du Niger? Le potentiel existe, même s'il est sous-exploité. Et de mon point de vue, de ce potentiel, moi je ne parlerai pas de politique ou de manque de stratégie, mais je parlerai plutôt de l'efficience politique ou de l'efficacité politique. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que si un système ne marche pas, il faut avoir du recul pour questionner sur qu'est-ce qui n'a pas marché et essayer de voir quelle stratégie élaborer. Je vous donne un exemple. J'aime donner des exemples. Tout étudiant, je faisais des relevés botaniques dans la zone du Bumba. La zone de Bumba, c'est au Niger et c'est là où juste la Mekrou se jette dans le fleuve Niger. Dans le département du Falmey. Dans le département du Falmey, exactement. Et vous avez juste le fleuve Niger qui vous sépare du Bénin. Et donc, dans cette zone, vous avez un grand aménagement hydro-agricole qui a été mis en place par l'ONAHA, dans lequel vous n'avez pas une seule graine qui est récoltée. Il n'y a que des sanctions qui pullulent. C'est dû à quoi selon vous? J'ai essayé, moi, tout étudiant, de questionner un peu les populations locales. D'abord, il y a un problème communautaire qui existe, qui n'a pas été résolu depuis longtemps. Un problème communautaire, un conflit? Justement, vous avez une ressource, vous avez plusieurs communautés qui sont là. Il faut quand même, du point de vue sociologique, essayer d'aborder la question pour voir comment il faut arriver à faire entendre ces populations pour l'exploitation de ces ressources. Primo. Deuxièmement aussi, pour qui connaît Bumba, jusqu'à Falmey, vous avez une voie latéritique qui n'est pas terrible. Et donc, la deuxième solution... Vous voulez dire que la voie est impraticable? Oui, il serait peut-être de désenclaver certains bassins de production pour permettre aux producteurs de rapidement mettre sur le marché leurs produits. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de sites de production qui souffrent de problèmes de transport. Dans l'ancien PDS du Niger, je pense que des efforts ont été faits pour désenclaver ces bassins. PDS, c'est le plan de développement économique et social du Niger, qui est une politique qui s'aligne sur la politique agricole de l'espace IMOA, qui elle-même s'aligne sur la politique agricole de l'espace CEDEAO, qui elle-même s'aligne sur la politique de l'Union africaine. Et aussi, si vous revenez à l'intérieur du Niger, la plupart des plans communaux et plans régionaux doivent s'aligner au PDS. Et donc, je pense que ce problème, on a commencé à le résoudre par la voie de désenclavement de certains bassins de production, mais il faut continuer à le renforcer pour rassurer les producteurs que une fois le produit fini, ils peuvent accéder au marché. Merci beaucoup, docteur Bill Hassanou. Nous allons permettre également au docteur Nou Jangorzo de réagir, notamment sur l'impact du dérèglement climatique sur la situation de l'insécurité alimentaire au Sahel. Qu'en pensez-vous, docteur? Alors donc, je vous remercie. Alors, vous savez, la production agricole, étant donné que le support principal c'est le sol et que c'est conditionné par l'humidité de ce sol. Alors cette humidité, elle est fournie soit à travers l'irrigation, soit à travers la pluie. Alors, dans le contexte sahélien, Niger, Burkina, Mali, donc AES, les plus grandes surfaces exploitées le sont en pluvial. Alors donc quand il y a un problème au niveau de la pluie, alors c'est tout à fait normal qu'on rencontre des difficultés de production. Alors quand je prends par exemple l'exemple du Niger, nous avons 3 zones agroécologiques quand on quitte selon le gradient latitudinal du nord vers le sud. Donc nous avons la zone, on peut dire sahélienne, où la pluie est très faible. Donc du coup cette zone-là, elle est surtout concernée par la production pastorale. Maintenant, on a une zone mixte au centre où la pluviométrie est favorable pour faire l'agriculture et l'élevage, donc c'est une zone agro-pastorale. Et un peu plus au sud, on a une zone
donc agricole stricte où l'agriculture est beaucoup plus favorable. Alors avec les changements climatiques, on constate un déplacement de l'isoète de 5 km du nord vers le sud. Donc, ce qui veut dire que la zone agro-pastorale où on pouvait faire l'agriculture et l'élevage, aujourd'hui, vous pouvez avoir jusqu'à 5 km donc de largeur où on ne pourra plus faire l'agriculture en fonction de différentes spéculations. Donc, ça veut dire que le dérèglement climatique va amener certaines populations qui sont situées dans cette zone-là à ne plus produire. Et la situation se trouve se remarque sur le terrain. Aujourd'hui, ça fait 3 ans maintenant. Quand vous prenez le département de Dakoro, ils ont 3 ans d'affilée de déficit de production agricole, tout simplement parce que ils ont un retard de semis, ou bien plusieurs semis. Ils sèment, donc les longues sécheresses font en sorte que les semis donc sont détruits, et après ils ressèment, donc jusqu'à un certain moment où ils vont s'aimer peut-être en août, et maintenant la saison de pluie s'arrête brusquement et ils ne pourront plus produire. Ça fait 3 ans d'affilée. Et cette année aussi, je pense que les services de l'agriculture du ministère sont là pour confirmer. Je pense qu'il n'y a pas 30 jours qu'ils ont sémé, où le semis est vraiment stabilisé. Donc voyez-vous, tout ça c'est lié au problème de changement climatique. Or, avant, le département de Dakoro, c'est l'une des zones très propice à la production agricole, notamment à Niébé. Donc c'est le grand bassin de production de Niébé. Donc, mais avec le changement climatique, donc ce n'est plus possible de le faire. Il y a beaucoup de projets qui interviennent dans la résilience face au changement climatique. Alors la résilience face au changement climatique, c'est justement pouvoir produire sans dépendre de la pluie. Donc d'où justement l'Office du Niger au Mali, l'ONAHA au Niger, mais aussi d'autres projets de résilience climatique. Ici au Niger, vous avez le PRECI, il y a le PRODAF. Tout ça, ce sont des projets qui ont été pensés pour permettre à ces communautés d'être plus résilientes. Donc pour produire en irrigué, ou bien pour avoir des activités génératrices de revenus afin que la population ne dépende pas de la production agricole pour pouvoir survivre. Donc tout ça, ce sont des mécanismes qui vont permettre à la population de s'adapter. Et maintenant, le surplus de population, parce que c'est une zone quand même très densement peuplée, alors cette population-là, il faut lui trouver un travail ailleurs. Et ça doit se faire à travers donc la formation professionnelle et technique. Et donc l'État du Niger a pensé à mettre en place beaucoup de mécanismes donc, pour former les jeunes Nigériens dans les métiers qui sont très porteurs, afin qu'ils puissent venir maintenant dans les grandes agglomérations, donc fonder des petites entreprises pour pouvoir se prendre en charge. Merci beaucoup, docteur Jean Gazo. Nous allons permettre au professeur Bawa de réagir également. Nous savons que le Niger, le Burkina et le Mali subissent actuellement des inondations. Est-ce qu'on doit craindre pour les récoltes de ces 3 pays? Nos pays, on a une population à 90% agricole. Si aujourd'hui on veut atteindre la sécurité alimentaire, il faut travailler avec les 90%. Donc il faut qu'il y ait un programme qui cadre vraiment avec le terrain et avec les bénéficiaires. Les inondations, je pense que c'est partout. Je pense qu'on est en train de vivre ça aujourd'hui. Dieu a donné l'eau, donc la pluie, et c'est pour nous permettre de produire. L'un des premiers constats, c'est de voir vraiment des insuffisances dans la gestion de cette eau-là. Normalement, c'est des barrages de captage, des retenues d'eau, des petits barrages, etc. Normalement, on devait faire usage de notre intelligence, de nos ingénieurs, de nos ressources humaines qualifiées pour capter cette eau-là et l'amener dans le sens de la production, que ce soit la pisciculture, que ce soit la production maraîchère, l'abreuvement des animaux, etc. Donc là, déjà à ce niveau, il y a un constat à faire. Il faudrait vraiment qu'on travaille avec toute notre intelligence, toutes nos ressources humaines, nationales surtout, on en a, pour vraiment investir de façon à multiplier les possibilités de production. Au lieu donc que ce soit des catastrophes, des maisons qui s'effondrent, des personnes qui meurent, des déplacés, tout ça, on peut éviter ça si on a un programme vraiment à moyen terme qui va nous permettre de mettre en place des infrastructures. Et c'est le moment de commencer à réfléchir. Et ces genres d'activités, on doit impliquer tout le monde. Un des soucis, c'est que souvent, ça se décide là-bas en haut. Sans tenir compte, haut, c'est où? Donc les décideurs politiques, voilà ceux qui détiennent, ceux qui dirigent, sans associer la base. Et c'est important de mettre un cadre de débat. Et déjà, à partir des problèmes qu'on a, je pense que c'est une opportunité de bâtir quelque chose
de façon nationale et qui cadre avec les besoins réels des bénéficiaires. Deuxièmement, quand on regarde les pays comme le Niger, le Burkina, donc les pays sahéliens, le Mali, vous allez voir que ces derniers temps, la population a augmenté. Et par famille, nous avons en moyenne 2 hectares, 1 à 2 hectares de production. 1 à 2 hectares de production, ça veut dire qu'en moyenne, en membre de famille, nous avons 8 personnes. Donc une petite analyse économique, je caricature, et vous allez vous rendre compte que les 2 hectares vont produire, mais en moyenne, on a de quoi nourrir la famille pendant 2 mois. Et sur les 12. Alors voilà, avec l'alternative vraiment d'avoir des productions irriguées, d'autres activités génératrices de revenus, donc on peut occuper les gens pendant les 8 autres mois de l'année de façon à produire quelque chose de substantiel. Surtout, pensez à notre alimentation. Vous allez regarder vos plats à midi, qu'est-ce que vous mangez, même ici à Maradi, vous avez le riz, vous avez la tomate qui vient du voisin, vous avez le poivron qui vient du voisin, je ne sais pas, il y a peut-être que la viande. Même l'huile, elle nous vient d'Indonésie. Donc, ne serait-ce qu'en mettant une dynamique qui nous permet de nous nourrir et de créer du travail pour les jeunes, pour les paysans, pour les femmes, pour les vieux, pour tout le monde. Merci beaucoup, voilà. Professeur Ibrahim Bawa. Le défi est énorme. Ousmane Abdou, plusieurs facteurs contextuels affectent la sécurité alimentaire. Quelles sont les stratégies de réadaptation que les gouvernements de ces 3 pays peuvent envisager, le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Merci. Effectivement, c'est un défi au niveau de nos 3 pays, pour la simple raison, je crois, il y a 5-6 mois qui sont passés, on était pratiquement étouffés. Et je crois que nous devons positiver la situation et aller de l'avant. Étouffé à cause de la fermeture des frontières. À cause de la fermeture et des sanctions frontières, de la CEDEAO. À cause des sanctions qui, en réalité, juridiquement n'existent pas. Et je crois que nous, à notre avis, dans nos pays, là, nous devons positiver et aller de l'avant. Aller de l'avant comment? Tout à l'heure, nous avons parlé que nous avons des potentialités. Et si je prends le cas du Niger, Dieu merci, il y a un certain nombre de jalons qui sont posés. Particulièrement pour aller contre ces aléas qui, malheureusement, si nous prenons le cas du Niger, pratiquement une année sur 3, tout à l'heure, le docteur parlait même, c'est chaque année, pour le cas de la partie nord de Maradi, qu'on se retrouve avec des déficits. Donc je crois que maintenant, la tendance, vraiment, c'est on est en train de mettre en place un mécanisme qui puisse nous permettre de la renverser à travers le développement de la grande irrigation. Merci beaucoup Ousmane Abdou. À présent, nous allons aborder la deuxième partie de cette émission. Suivons d'abord ce reportage de Martin Kaba du studio Yafa du Burkina Faso portant sur la question de la production d'Iri. Lassina Sanou nettoie ses jambes après une longue journée de travail dans la plaine risicole de Bama. À l'horizon, la lumière du soleil fait place peu à peu à l'obscurité de la nuit, alors le riziculteur doit rejoindre son domicile. Mais avant de partir, il inspecte une dernière fois les plants qu'il vient d'enfoncer dans la terre boueuse sur un périmètre d'1,5 hectare. Vous savez, avant nous pouvions produire le riz en saison humide comme en saison sèche. Mais présentement, l'eau ne suffit plus. Nous produisons d'autres spéculations. Il y a certains endroits même où on ne peut rien cultiver si ce n'est qu'en saison pluvieuse. C'est une réelle difficulté pour parvenir à l'autosuffisance du riz. S'il y a de l'eau à 100% et qu'on arrive à produire en saison humide comme en saison sèche, je sais que le riz que nous produisons pourra combler les besoins. Sur cette plaine aménagée de 1200 hectares, la production annuelle en riz est estimée à 10 000 tonnes. À l'échelle nationale, elle s'élevait en 2021 à 450 000 tonnes selon les chiffres du ministère en charge de l'agriculture pour un besoin national de 650 000 tonnes. Le gap est bien grand et les producteurs mènent des réflexions afin d'en dégager les causes. La question est justement au centre des échanges ici, au siège de l'Union des coopératives rizicoles de Bama. Soumane Assanou, le président. Il y a le problème des intrants aussi, parce qu'on n'a pas des intrants de qualité. Pour approvisionner la coopérative, on a besoin de plusieurs quantités, mais
les producteurs se débrouillent pour s'approvisionner. Souvent, l'État nous donne des quantités, mais c'est très faible. Ça ne dépasse pas 25% des quantités sur la plaine. Donc... Plusieurs acteurs sont persuadés que la première cause de cette faible production est le manque d'intrants agricoles comme l'engrais et l'urée. Selon Dr Abdou Rasman Konaté, chercheur à l'Institut de l'environnement et des recherches agricoles, plusieurs variétés de riz adaptées au sol burkinabé sont mises à la disposition des riziculteurs. Mais ces derniers ont du mal à respecter les recommandations en termes d'application des engrais chimiques. Et même si le paysan, le producteur est formé, mais si on lui dit d'appliquer 200 kg d'engrais NPK à l'hectare, il n'a pas l'argent pour payer même 50 kg. Il connaît mais il ne peut pas appliquer. Il n'a pas les moyens, il n'a pas de fonds de roulement. Sinon, la semence des nouvelles variétés, elle est utilisée. Mais si on l'utilise sans appliquer les paquets technologiques, on ne va pas atteindre nos objectifs. L'autre cause de cette faible production en riz est à rechercher au niveau de l'aménagement des espaces. Le Burkina Faso dispose d'un potentiel de 600 000 hectares de bas-fonds, mais seulement 60 000 hectares sont aménagés à ce jour, notamment dans le Sourou, région de la Boucle du Moun, Bagré, région du Centre-Est, et Bama, région des Hauts-Bassins. Dans ce reportage, des producteurs burkinabés ont évoqué des problèmes qu'ils rencontrent. Alors, docteur Bill Hassanou, est-ce que ces difficultés sont également rencontrées par les producteurs ici au Niger, mais également au Mali? Je relevais principalement, chez nous au Niger, comparativement au Burkina, c'est que le riz, il est préférentiellement produit ou majoritairement dans la vallée du fleuve. Et donc, ce n'est pas en tant que tel le problème de l'eau qui va poser le problème, qui va devenir une contrainte, mais c'est plutôt le problème d'intrants. On partage ce même problème d'intrants, puisque au Niger, aujourd'hui, rien qu'avant-hier, je demandais le prix de 50 kilos d'engrais azoté, l'urée, il coûte 17 000. Le NPK en question coûte 23 000. Vous voyez, c'est totalement hors de prix pour les petits producteurs. Sachant que ce soit au Mali, au Niger ou au Burkina, l'agriculture elle est à dominance une agriculture familiale. Ce n'est pas des grands producteurs avec beaucoup de capitaux. Le système de subvention de l'engrais au Niger, on l'a testé à travers la CAIMA. La CAIMA, c'est la structure que l'État a mis en place pour commander de l'engrais et le vendre de manière subventionnée aux producteurs. Avant, que ce soit l'urée, le NPK ou le DAP, coûtait 13 500 subventionnés. Je pense que ce genre de stratégies ont montré leurs limites. Mais il faut plutôt que nos pays pensent à s'industrialiser dans ce sens. Quand vous dites s'industrialiser? S'industrialiser, c'est nos pays peuvent mettre des usines de fabrication d'engrais que nous consommons. Ici à Maradi, une fédération de producteurs en train de tester. Si vous dites urée, c'est la même chose. Et donc, cette fédération de producteurs utilise de l'urine humaine hygiénisée pour fertiliser les champs. C'est quand même une solution qui est à la portée du producteur. Et ces genres des innovations peuvent aussi être explorées pour être mises à échelle. Un autre problème aussi qui a été souligné, c'est qu'on a parlé des semences. En fait, si vous regardez un peu le problème de la recherche variétale au Niger, c'est que pendant longtemps, on a fait la recherche variétale, on a développé des variétés sans l'avis des producteurs, sans leur prendre en compte leur contexte. Et aujourd'hui, tout le monde est focalisé sur l'empreinte carbone, il faut réduire l'empreinte carbone, mais depuis le rapport du GIEC de 2007, on parle aussi de l'empreinte eau. Il faut que les actions concourent à
conserver de l'eau douce. Voilà. Jean Gorzo également de réagir sur cette question, mais aussi on constate que le principal défi dans les 3 pays, ça semble être d'encourager la consommation locale, produire localement et consommer ce que nous produisons. Qu'est-ce qui, selon vous, entrave concrètement que nous consommons ce que nous produisons au Niger, au Mali ou au Burkina? Ok, merci madame. C'est une excellente question parce que le consommer local conditionne le devenir de l'agriculture dans l'espace AES. Quand vous produisez un blé au Niger, il va être beaucoup plus cher que le blé qu'on va importer. Le riz, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait cela? C'est parce que tout simplement, nous dépendons, c'est-à-dire les différents facteurs de production dépendent de l'importation. Quand vous voulez cultiver, vous voulez produire le riz, comme l'a mentionné la personne interviewée dans cette présentation, c'est qu'il faut utiliser une dose d'engrais qui est recommandée pour pouvoir produire, pour que la variété exprime son potentiel de rendement. Mais il se trouve que cet engrais-là n'est pas produit localement, il est importé. Et il est importé d'un pays où la main-d'œuvre est tellement élevée que le salaire minimal qu'on paye à un salarié de ce pays dépasse le salaire maximal qu'on paye chez vous. Parce que quand vous prenez par exemple un engrais fabriqué en France, le salaire minimal en France, c'est minimum 1 200 €. 1 200 €, c'est autour de 1 million de francs CFA. Alors, quel est le fonctionnaire nigérien qui est payé 1 million de francs CFA? Mais là-bas, c'est la personne qui est la moins payée qui touche 1 million de francs CFA. Et cette personne, elle va travailler, elle va produire quelque chose qu'on va importer pour utiliser ici chez nous. C'est tout à fait normal que le produit qui va sortir de cette production soit plus élevé que le produit qui est produit là-bas chez eux. Et encore un autre facteur, c'est qu'ils subventionnent leurs produits. Et on a commis une grosse erreur en ouvrant nos frontières. On a signé une convention avec l'Union européenne pour que nos produits puissent rentrer dans l'Union européenne sans droit de douane et que leurs produits puissent rentrer dans notre espace sans droit de douane. Mais ce qu'on est en train de nous duper. Pourquoi? Parce que quels sont les produits que nous exportons? Ce sont des produits qui ne sont pas manufacturés. C'est des produits comme l'uranium, le cacao, quoi d'autre? L'or. Or, eux, ils importent chez nous le lait, parfois même l'eau minérale. C'est il n'y a pas longtemps qu'on a commencé à produire l'eau minérale, le sel, l'huile, tous les produits de première nécessité que nous consommons chaque jour. Donc, c'est tout à fait normal que nous n'arrivons pas à produire suffisamment pour manger ce que nous produisons. Parce que nos produits sont plus chers que les produits que nous importons. Merci beaucoup, docteur Jean Gorzo. Nous allons à présent donner la parole à Ousmane Abdou. Le gouvernement nigérien a lancé une politique sur l'irrigation. Où en sommes-nous au sujet de cette politique? Merci. Effectivement, donc, l'État, à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, a lancé un programme donc dit de grande irrigation. Et ce programme vise donc à court terme de réduire au moins de 50% le niveau d'importation à riz. Et là, ça va se traduire par la mise en valeur donc d'au moins 21 100 hectares. Donc, et là, c'est à travers tous les pays. Le programme est actuellement en cours d'exécution. Le programme est lancé, je crois, il est lancé à partir de DIFA. Et le premier lancement, c'était la phase de réhabilitation. Parce qu'on a des infrastructures, mais malheureusement, qui ne sont pas totalement donc, mises en valeur. Et il fallait déjà commencer par la réhabilitation de façon à ce que l'intensification y est. Donc voilà, et maintenant, en 2025, donc nous allons rentrer dans la phase d'aménagement neuf, donc pour aller avec une fréquence d'au moins 2000 hectares par an. Merci beaucoup Ousmane Abdou. Nous allons donner à présent la parole à professeur Bawa Ibrahim. Comment faire en sorte que l'irrigation booste la production agricole au Sahel?
Ok, merci. Je voulais d'abord réagir par rapport au riz. Je pense que c'est un défi qui est là. Ce n'est pas tout le monde qui fait du riz, mais je pense qu'il faut qu'on commence à demander, à consulter la population, donc toutes les couches, comment quelqu'un peut contribuer à faire le riz. Je pense qu'il y a plusieurs. On a le riz en aménagement, on a le riz flottant sur les mares, on a aussi d'autres riz qu'on peut faire même, je pense, dans des champs dunaires ou dans les bas-fonds. Vous voyez, donc il y a plusieurs paliers de production. Dans un premier temps, moi je pense que c'est un cadre qu'il faut créer entre nos trois pays. Tout ce qui est fait en matière de recherche, en matière de pratique sur la production du riz, toutes ces technologies-là, les structures de recherche puissent travailler pour voir qu'est-ce qui est fait au Mali qui marche, qu'est-ce qui est fait au Niger qui marche, qu'est-ce qui est fait au Burkina, pour essayer de mutualiser et de voir maintenant comment on peut sensibiliser et apporter toute la population de nos pays-là sur la production du riz. Je sais que déjà ici on est à Maradi, on a le Goulbi, mais il y a des initiatives que j'ai vues de production du riz. Les gens peuvent contribuer vraiment à ce programme-là. Maintenant, les problèmes de fertilité, tels que du sol, ça se pose. Je pense que l'engrais, on en parle. Mais comment un pays comme le Niger va dépendre de ces pays européens-là en termes de plusieurs milliards à aller acheter des engrais? Il est temps, même si c'est un faible pourcentage, qu'on cherche des solutions locales. Et c'est là j'arrive aussi, on veut le riz, on voit que le riz. Vous allez chez le paysan, vous allez parler que du riz. Non, quand on vient chez le paysan, on doit parler de tout ce qu'il y a autour de lui. Il y a certaines activités telles que le petit élevage, la production du biogaz, n'est-ce pas, l'aviculture, qui peuvent contribuer déjà à résoudre ces questions-là de façon partielle. Merci beaucoup, professeur. Nous en venons à présent à la troisième partie de cette émission. Je vous propose de suivre la réaction de Guibo Bayan. Il est le président du conseil d'administration de la plateforme paysanne du Niger. Il explique ce qui a été fait et ce qui reste à faire dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire dans les trois pays. Nous sommes en train de nous organiser de manière à ce que, à l'intérieur des activités que nous menons, on sente une certaine cohérence. Le deuxième élément, c'est que nous essayons d'aller vers nos responsables politiques pour qu'on regarde les politiques qui sont en train d'être définies par rapport au secteur rural, qu'on puisse les aider à avoir des politiques qui répondent aux préoccupations des agriculteurs familiaux que nous constituons, puisque la plupart de nos pays sont constitués de producteurs familiaux, puisque c'est des petits producteurs. L'autre élément, on essaie d'attirer leur attention pour dire que oui, la politique qui est en train d'être définie répond aux préoccupations de la base. Nous essayons aussi de retourner vers la base pour dire voilà les orientations que nos politiques nous donnent et voilà ce qui peut être notre rôle et notre responsabilité. Nous essayons d'attirer l'attention de ces autorités par rapport à la gouvernance. Parce que quel que soit ce qu'on va faire, l'État à lui seul ne peut pas vaincre l'insécurité alimentaire. Donc il va falloir impliquer un certain nombre d'acteurs. Ces acteurs, c'est le monde rural qui constitue 85%, c'est la recherche, c'est le secteur privé, c'est des banques. Donc c'est tout ce beau monde-là, partenaires au final, c'est tout ce beau monde-là qui doivent s'asseoir sur une table, convenir de comment ils peuvent vaincre l'insécurité alimentaire parce que chacun a un rôle à jouer. Est-ce que les organisations paysannes sont impliquées dans la politique de la recherche de l'autosuffisance alimentaire au Mali, au Burkina et au Niger? En 2000 déjà, l'Afrique de l'Ouest et du Sahel avait mis en place ce qu'on appelle le ROPA, le réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. C'était pour pallier à ces contraintes puisque les politiques étaient élaborées ailleurs. Donc, on essaie d'être à côté pour dire que ce que vous êtes en train de faire doit tenir compte de ça. Donc, nous avons mis en place des plateformes dans la plupart de ces pays. Nous avons aujourd'hui au Burkina ce qu'on appelle la CPF, la coordination paysanne du Faso. Vous avez au Mali ce qu'on appelle la CNOP, la coordination nationale des organisations paysannes du Mali. Au Niger, vous avez la plateforme paysanne que vous connaissez et bien d'autres organisations. Donc, ça veut dire que nous avons pris la question à bras le corps puisque nous sommes déjà organisés au niveau régional. L'autre élément, c'est que nous essayons nous-mêmes d'élaborer des stratégies pour accompagner nos États par rapport à l'expérience que nous avons, par rapport aux échanges que nous avons à partir des autres pays. Nous essayons de le mettre sur la table pour dire à nos États, voilà la voie qu'il faut suivre. Retour à présent dans ce studio, Ousmane Abdou. Guibo Bayan, le rappel des actions les plus urgentes doivent être mises en œuvre pour éviter des crises alimentaires récurrentes au Sahel. Quelles sont ces actions selon vous? Nous avons des potentialités. Nous avons la ressource humaine. Donc, et là,
à mon avis, même les documents, il ne sert à rien d'élaborer si ce n'est pas pour mettre en œuvre. On a tellement écrit, je crois qu'on doit s'arrêter, ça va. On met en œuvre ce que nous avons écrit. Pour la simple raison, parce que si on doit étaler, on va remplir tous ici, là, avec stratégie politique, du n'importe quoi, les plans quinquennaux, plans triennaux, tout ça là. Mais concrètement, nous avons besoin de quoi? On a besoin de produire. Le potentiel existant en terre qu'en eau. On a la jeunesse qui est là. Maintenant, là, pour l'accompagnement, ça veut dire qu'en fait, il nous faut les facteurs et les moyens de production. Les moyens de production, je commencerai surtout par les intrants. Parce que là, la question a été posée. Il va falloir la régler d'abord. Parce que là, tout à l'heure, quand on a parlé du programme de grande irrigation, en réalité, il y avait 3 filières pour le cas du Niger qui étaient visées. Et sans oublier le volet élevage, qui aussi, donc il y a un certain nombre de superficies qui seront aménagées dans le cadre de la production fourragère. Et là, cette production, ça peut être peut-être des cultures à double fin, donc que le producteur ou l'agro-pasteur va avoir et les grains et les fourrages, mais également donc des cultures fourragères qui sont beaucoup plus appétées, qui seront développées. Donc je crois qu'il revient à nous réellement de mettre à la disposition des producteurs les intrants de qualité, particulièrement les semences, particulièrement les engrais et les pesticides. Parce qu'il ne faut pas oublier la protection phytosanitaire. Parce qu'on peut beau aménager, on peut beau produire, mais la récolte peut être mise à l'épreuve tant que la protection phytosanitaire n'est pas garantie. Merci. Donc, je finis rapidement avec un aspect, je m'excuse, parce que la question d'engrais, je sais qu'en 2022, on avait fait un programme. On a dit, par exemple, le cas de la Soraz, je m'excuse, la Soraz se trouve dans la région de Zender, où on fait la raffinerie du pétrole. On a du gaz qui s'en va, qui est torché. Et on a dit qu'avec ce gaz-là, on peut mettre en place une industrie de production de l'urée. Malheureusement, on n'a pas été écouté. Merci beaucoup, Ousmane Abdou. Professeur Bawa, l'insécurité, le dérèglement climatique, la transhumance, plusieurs facteurs compromettent aujourd'hui l'autosuffisance alimentaire. Quelles solutions préconisez-vous? Nous avons déjà abordé un certain nombre d'aspects, mais je viens d'écouter M. Bagna et je crois que un des aspects importants, c'est l'implication de la population. Les organisations paysannes. Le secteur rural. Le secteur rural. Les concernés. Donc, il y a beaucoup d'actions. Il faut vraiment qu'on les responsabilise. D'ailleurs, qu'on prenne en compte leur avis. Donc, les organisations paysannes. Aujourd'hui, nous avons innové. Je pense qu'avant, c'était le service agricole qui décidait de tout ce qu'il y avait à faire. Ça, c'est une mission depuis les années d'indépendance. Aujourd'hui, le Niger, ce n'est plus 2 millions, 3 millions de population, mais c'est 22 millions. Et dans ces 22 millions, quand je prends le cas du Niger seulement, c'est le cas des autres pays, vous allez voir que les producteurs sont organisés. Je pense qu'on doit dénombrer peut-être, 5 000 ou 8 000 organisations paysannes. Docteur Abil Hassanou, vous observez certainement en tant que chercheur, enseignant-chercheur, les manifestations de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, ce qui constitue l'une des principales préoccupations pour de nombreuses communautés. Comment rectifier le tir selon vous? Merci madame. Je vais partir du constat qu'aujourd'hui, 88% de la population elle est rurale. On l'a rappelé tout à l'heure. Et 90% aussi du système de production, il est pluvial. Le système pluvial a atteint le plafond. Je pense que la production pluviale aujourd'hui, moi, de mon point de vue, avec tous les reculs que j'ai, je pense que on est en train d'atteindre le plafond. Et c'est là où moi j'encourage beaucoup la politique de l'État vers l'irrigation. L'irrigation, elle peut avoir beaucoup des activités connexes, par exemple. Tout à l'heure, mon collègue, professeur Bawa, a parlé des petites activités qu'on peut développer qui sont liées à l'irrigation. Par exemple, ici, à la ferme ici de la fac, nous sommes en train d'expérimenter un système où vous pouvez fertiliser la production végétale à partir
de l'eau d'élevage des poissons. C'est un système, nous travaillons pour le perfectionner, mais c'est un système qui est déjà dans le milieu. Il y a beaucoup de petits producteurs qui essayent d'expérimenter ça. Je pense que en plus de la production, il faut essayer de voir des systèmes connexes qui vont permettre de diversifier. Si on dit de connecter la pisciculture à la riziculture, ça permet d'apporter des ressources protéiques on sait, le riz, c'est de l'amidon. Si certains pays qui sont partis très fort dans la production du riz ont été frappés par une maladie de carence alimentaire. Mais si vous connectez des systèmes de production comme ça à des sources de diversification, ça permet non seulement de créer de l'employabilité pour les jeunes, mais ça permet aussi de renforcer le système alimentaire et nutritionnel en termes de qualité. Docteur Nuhu Jean Gorzo, finalement la crise alimentaire dans le Sahel s'annonce longue selon beaucoup d'autres spécialistes du domaine. Que faire dans le court, moyen et long terme? Pour résoudre ce problème, alors il faut trouver un moyen pour fertiliser davantage nos sols. Si on ne peut pas utiliser tous les engrais chimiques, alors il faut trouver des alternatives à travers le compostage dont on a parlé, à travers aussi des produits amendants naturels. On a parlé de l'urine immunogénisée, le compost c'est autre chose. Alors je rappelle que le Niger, c'est l'un des pays où le taux d'utilisation d'engrais est le plus faible. Donc selon une étude qui a été faite en Afrique, au Niger en moyenne, on a une dose de 1 kg à l'hectare. Quand vous faites la moyenne de superficie emblavée au Niger et la quantité totale d'engrais du Niger utilisée au Niger, ça revient à 1 kg à l'hectare. Or, la moyenne recommandée en Afrique, c'est autour de 23 kg à l'hectare. Donc, voyez-vous, on est très loin. Donc, il faut prendre des dispositions pour améliorer ça. Il faut qu'il y ait des variétés complètement très performantes, mais aussi adaptées à nos contextes. Donc, il faut que la recherche vraiment s'investisse énormément pour produire des variétés qui sont adaptées, qui sont très productives. Merci beaucoup, docteur Nou Jean Gorzo. C'est la fin de la partie entretien avec les invités. Vous pourrez suivre demain la partie entretien avec le public sur nos antennes. Il y a débat.